Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal de la rédaction de Calédonia. Il est 18h, voici les titres. La commune de Dambéa a son nouveau maire pour les 3 prochaines années. Élu au premier tour, Yohan Lecourieux succède à Georges Naturel, devenu sénateur. Les conseillers municipaux ont donc choisi la continuité, alors que 2 autres élus avaient présenté leur candidature. On en parle dans un instant. Une procédure de mandat ad hoc demandée par l'usine du Sud. Elle a pour but de restaurer les finances avant d'entrer dans un plan de sauvegarde. Autrement dit, les comptes ne sont vraiment pas au beau fixe pour la société. Comment Prony Ressources en est-elle arrivée là? On le développe dans notre œil de la rédaction. Le vieux village de la mine de Tiebagi à Koumak vous ouvre ses portes dès demain. L'association pour la sauvegarde du patrimoine minier historique du Nord calédonien fête ses 30 ans. Pour l'occasion, plusieurs activités et découvertes seront proposées. On vous donne le programme à la fin de ce journal. Yohan Lecourieux est donc le nouveau maire de Dambéa. Les conseillers municipaux ont voté cet après-midi pour remplacer Georges Naturel, devenu sénateur. Son ancien premier adjoint a donc été élu dès le premier tour malgré les candidatures de l'Éveil océanien et Génération NC. Maëlys Vézir était sur place. C'était le premier adjoint du maire sortant, Georges Naturel. Yohan Lecourieux a été élu à la majorité absolue avec 23 voix cet après-midi. Il prend donc l'écharpe de la mairie de Dambéa pendant 3 ans. Sans surprise, Yohan Lecourieux a déclaré sa volonté de s'inscrire dans la continuité de son prédécesseur. C'est vraiment de prendre la continuité, la poursuite du travail accompli qui était plutôt un travail réussi. Et donc il était nécessaire de poursuivre ce travail et de le continuer avec la même équipe parce que on peut dérouler malgré un contexte budgétaire et financier compliqué pour l'ensemble des collectivités, de poursuivre ce travail pour la commune de Dambéa et les Dambéens. Ce nouveau poste de maire ne va pas pour autant lui enlever ses fonctions au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il a annoncé souhaiter garder cette double casquette. Il y a énormément de maires qui ont des fonctions aussi déjà au sein de l'exécutif et du gouvernement. Et puis vous savez, en étant premier adjoint et des fois maire par intérim, j'effectuais déjà les 2 fonctions. Ah oui, donc les 2, ça ne vous fait pas peur, même en plus quand même maire, il y a plus quand même de boulot. Non, ça va parce que je compte, comme je l'ai indiqué, sur une administration qui est érodée et qui est vraiment très importante pour le fonctionnement de la commune de Dambéa. À noter, sa candidate rivale Cynthia Jean de Génération NC n'a recueilli que 2 voix. Un faible score renforcé par la candidature surprise de Vaïmoua Mouliava, élu de l'Éveil océanien. Ce dernier a recueilli 5 voix. Gérard Piolet, lui, auparavant 5e adjoint, devient premier adjoint du maire. Et dans l'actualité politique également, tandis que le conseil municipal de Lifou doit être convoqué la semaine prochaine pour élire le successeur de Robert Royer, le sénateur indépendantiste du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Kanaki, a pris la parole. La nuit dernière, à Paris, il s'est exprimé pour la première fois dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg lors des questions au gouvernement. Écoutons un extrait de son intervention. Le manque d'impartialité amène aujourd'hui à un débat stérile. Il est nécessaire que l'État puisse comprendre que le temps du palabre est un temps de sagesse. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Sans consensus, le gouvernement compte-t-il, contre l'avis du FLNKS et comme au 3e référendum, passer en force cette révision constitutionnelle ou envisage-t-il de présenter lors de bilatérales de décolonisation un nouveau document qui se situerait enfin dans la continuité historique de l'accord de Nouméa? Merci. Et pour lui répondre, la Première ministre est intervenue. Elisabeth Borne a assuré que le projet d'accord global n'était qu'une base de travail. Elle a confirmé la venue en Nouvelle-Calédonie du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, fin octobre. Le moment venu, le gouvernement présentera un projet de révision constitutionnelle pour tirer les conséquences de l'accord trouvé, a-t-elle déclaré. Le nouvel accord sera ensuite soumis à l'approbation de la population calédonienne avant la tenue des élections provinciales. Politique toujours, ce jeudi matin, le Palika a présenté les travaux de sa dernière Assemblée générale. Plusieurs thèmes ont été abordés, dont le document Martyr, controversé, rendu par l'État il y a quelques semaines. Explication avec Michel Pimbé et Maëlys Vézir.
Inacceptable et insuffisant, ce sont les termes utilisés par le PALICA, Parti de libération kanak, pour qualifier la seconde version du document Martyr modifié par l'État. De lui-même, l'État a envoyé ce document aux différents partis politiques depuis lundi. Les modifications qui ont été apportées sont pour nous insuffisantes. Donc on va continuer à travailler pour faire encore d'autres contre-propositions et aller plus loin dans le sens de ce que nous souhaitons pour inscrire donc, le mouvement vers la trajectoire pour l'accession à la pleine souveraineté. Malgré des améliorations apportées dans la version numéro 2, le parti indépendantiste souligne encore des points de désaccord. S'agissant par exemple de l'acte d'autodétermination, les propositions faites par l'État ne nous conviennent pas parce qu'on a l'impression que l'État veut mettre un dispositif compliqué qui, au final, font dire qu'on ne pourra pas exercer ce droit. Il y a un certain nombre de compétences qui reviendraient directement à l'État, qui permet au commissaire, par exemple, de prendre des mesures en termes fiscal, par exemple. Nous disons qu'il faut au maximum 10 ans de résidence dans le pays pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale qui doit se prononcer, notamment pour les provinciales, et pour ensuite établir la liste de consultation. Mais il faut quand même des conditions de résidence. Ce n'est pas le dégel total, nous, on n'est pas d'accord. Avec l'UPM, Union progressiste en Mélanésie, le PALICA se donne ainsi l'objectif de trouver un accord avec l'État d'ici la fin de l'année. Problème, l'Union calédonienne et le Rassemblement démocratique océanien, les deux autres composantes du FLNKS, ne participeront pas aux discussions institutionnelles avant le prochain congrès du FLNKS prévu pour l'année prochaine. C'est difficile de continuer les discussions, mais nous avons pris cette décision en nous de pouvoir poursuivre les discussions avec l'État. C'est ce que nous allons faire et on va le faire jusqu'au bout. De toute façon, c'est la direction, c'est les orientations qui ont été données tout à l'heure, comme je le disais, par le dernier congrès du PALICA qui s'est tenu à Yété l'année dernière. D'ici la semaine prochaine, le PALICA va remettre à l'État un document avec des contre-propositions. En bref, transport. Par voie de communiqué, la compagnie Air Calédonie annonce, je cite, solliciter immédiatement le tribunal de commerce afin de se placer sous une procédure de mandat ad hoc. Autrement dit, elle se retrouve dans une situation financière critique. Elle essuie les 32 jours de blocage initiés par le mouvement des usagers, estime une perte de plus de 180 millions de francs, un coût cumulé aux fortes augmentations des charges. Un mandataire judiciaire aura pour mission d'accompagner la compagnie sur le redressement financier. La société fait savoir qu'en cas de reprise des blocages, elle ne pourra pas faire face financièrement et en appelle aux collectivités pour prendre des mesures exceptionnelles afin d'assurer sa survie. Information exclusive. Prony Ressources a déclenché une demande de mandat ad hoc, elle aussi. On en parle dans notre œil de la rédaction. Une procédure qui a pour but de rétablir la situation de l'entreprise avant qu'elle ne soit en cessation de paiement. Cette situation qui inquiète le SWINC Nickel, syndicat majoritaire à l'usine du Sud. Écoutons Alexis Falematagia, chef de section Prony Ressources au SWINC Nickel. Aujourd'hui, on a un CA qui s'est passé, donc avec une demande de faire venir un mandataire ad hoc dans une liste agréée pour pouvoir venir aider les actionnaires à trouver des solutions ensemble pour la viabilité de l'entreprise de Prony Ressources. Bien sûr qu'on est inquiet, mais aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix d'être résilient. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer que 3000 emplois vont tomber à l'eau parce que c'était une usine qu'on a portée et qu'aujourd'hui, on va faire tous nos moyens pour pouvoir pérenniser pour les générations actuelles et les générations futures. Et cette procédure de mandat ad hoc survient 2 mois après l'envoi d'un courrier en interne de la direction aux employés. Dans cette lettre, une situation financière dégradée de l'entreprise est dressée, de quoi susciter de nombreuses interrogations quant à l'avenir de l'usine du Sud. Nos journalistes Audrey Pouedy et Michel Pimbé ont rencontré différents acteurs du dossier. Plus de 10 milliards de francs. C'est le montant des garanties environnementales que Prony Resources doit constituer pour pouvoir poursuivre son exploitation. Une obligation du Code de l'environnement de la province Sud. Habituellement, l'industriel se tourne vers les assurances pour disposer de ces fonds, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, selon un courrier interne envoyé il y a 2 mois par la directrice Béatrice Pierre. L'émission par des compagnies d'assurance de garantie environnementale aurait évité d'immobiliser de la trésorerie. Cependant, la semaine dernière, les compagnies d'assurance nous ont confirmé qu'ils ne souhaitaient pas émettre de garantie pour couvrir ces engagements. En 2024,
Le montant des garanties environnementales dépassera les 13 milliards de francs. Une somme conséquente alors que l'entreprise doit financer de gros investissements comme le projet Lucie, estimé à 50 milliards. Chargé de traiter les résidus du bassin KO2, il est une condition primordiale à la poursuite de l'activité. Lors d'une visite de chantier en 2021, l'urgence se faisait déjà ressentir. Nous sommes dans une course contre la montre. Le barrage de résidus humides que vous voyez derrière, il sera plein en août-septembre 2024. Alors, où en est le projet Lucie? Contacté à plusieurs reprises, l'industriel n'a pas accepté de répondre à nos questions. Un manque de transparence que dénoncent des associations environnementales. Selon l'une d'entre elles, il y aurait du retard sur ce chantier. Cela s'expliquerait par plusieurs facteurs, dans l'enfouissement d'une grotte de la tribu de Goro dans le cadre du chantier. Des travaux pour lesquels la population n'aurait pas donné d'accord, selon André Vama. Je reconnais qu'il y a eu des échanges, il y a eu des discussions. On va nous dire aujourd'hui qu'ils sont en retard, il faut vite faire ce dossier-là pour qu'on vite prendre une décision par rapport à l'embrouille sur Orange, alors que c'est un dossier qui traîne depuis 2017. Lucie, donc aujourd'hui, beaucoup de retard. Et moi, en tant qu'habitant de Goro, je me pose beaucoup de questions par rapport à tout ça, parce qu'il y a le stockage de résidus, il y a le côté marin, il y a l'air. Demain, si la deuxième ferme, on va nous laisser ce gâteau-là. Parce que ce n'est plus la même capacité financière que les multinationales. C'est la structure qui est là aujourd'hui, on va dire comme ça, c'est un projet pays. Comment on va suivre ça demain et après-demain? Selon un expert interrogé hors caméra, c'est ce nouvel actionnariat majoritairement calédonien, son groupe industriel de taille associée, qui aurait freiné les assureurs à apporter les garanties financières. Une situation critique partagée par l'ONG Green Cross. Cette structure chargée du suivi environnemental jusqu'en 2022 assure qu'aucun des 150 points d'inquiétude relevés par l'organisation n'a fait l'objet de suite. Selon eux, il est urgent de prendre des décisions structurantes. On voit que pour arriver à avoir une usine du Sud qui se projette dans le futur et une filière nickel qui se projette dans le futur, on ne peut pas traiter d'un côté la performance environnementale, de l'autre la performance économique et ensuite la performance sociale. Et ces difficultés dans les relations avec les financeurs et les assureurs montrent que ce n'est pas que la société civile qui pense ceci et que des lanceurs d'alerte et des associations environnementales comme la nôtre qui pensent ceci, mais que les banquiers et les assureurs ont exactement le même mode de pensée. L'usine du Sud emploie environ 3000 personnes, dont 1300 salariés directs. Sa fermeture conduirait à une baisse de 6% des recettes de la CAFAT, avec un impact de plus d'1 milliard de prestations sociales, rien que la première année. Contactés à plusieurs reprises, Prony Resources, la DIMEC et la Province Sud n'ont pas donné suite à nos sollicitations. Minerai, toujours, il y a un mois avait débuté le shutdown de Koniambo-Nickel. Aujourd'hui, le redémarrage est en cours et les 2 fours devraient être à nouveau opérationnels à la fin du mois. Leur révision a mobilisé plus de 1700 travailleurs supplémentaires. L'opération s'est bien déroulée et la main-d'œuvre a commencé à quitter le site. Il ne reste plus que les sous-traitants locaux pour finir la mission. Pour rappel, l'objectif de production de KNS pour 2023 est d'atteindre 36 000 tonnes de nickel. Le nord du pays est animé ce week-end. Allons à Poum, où la 17e édition du festival Charabine débute demain et durera 3 jours. Un rendez-vous culturel et artistique avec ses animations et ses concerts. Pour la première fois en amont du festival, une résidence artistique était organisée. Tata Charogui a suivi ce temps d'échange proposé par l'association Charabine qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Je vais couper celui-là, il a une bonne longueur où il n'y a pas de nœud. Celui-là. Ce matin, des membres de l'association Charabine et d'autres du département de musique traditionnelle et chant polyphonique océanien sont à la recherche de branches de bourraou. Objectif, trouver le bon gabarit pour en faire des jupes traditionnelles de danse. Donc on charge des sections, des grandes sections à peu près gros comme ça là, de mon épaule jusqu'en bas, où il n'y a pas de départ de broche. Comme ça, là, quand tu tires la fibre, c'est propre, c'est facile.
L'association culturelle Charabigne souffle sa 30e bougie cette année. 30 années marquées par la volonté de sauvegarder son patrimoine et surtout de le transmettre. On a axé un peu sur la transmission parce que les 30 ans, on va dire, c'est une génération. On a passé un peu le relais. À l'époque, c'était la première génération, nos papas, nos oncles, nos tontons, nos tantines, ceux qui avaient fait la démarche. Nous, on a pris le relais derrière pour arriver jusqu'ici. Et puis maintenant, on essaie de se tourner un peu vers les petits frères, les enfants qui sont derrière pour essayer aussi à nous, notre tour, de leur léguer quelque chose aussi qui tienne la route, quoi. Écorce de bagnon pour le tapa, écorce de bourrao pour les jupes, feuilles de pandanus et de cocotier pour le tressage, ce savoir-faire est partagé ici lors de cette résidence. Une première pour la commune, mais aussi pour le festival. Voilà, on tourne la natte. Il faut que les filles sachent maintenant comment on tresse. C'est important de transmettre. C'est important de transmettre aux jeunes filles ou aux jeunes mamans. Oui. C'est notre culture, il faut qu'on transmet. Tapa, tressage, jupe de danse ou encore chant, toutes ces productions seront au cœur d'une création artistique qui sera offerte demain au public du festival Charabigne pour les 30 ans de l'association. Les festivités continueront jusqu'à dimanche avec de nombreuses prestations de groupes musicaux. Direction Koumak, à présent, vous aurez 3 jours également pour découvrir ou redécouvrir le vieux village de la mine de Tiebagi. Une visite assurée par l'Association pour la sauvegarde du patrimoine minier historique du Nord calédonien qui fête ses 30 ans. Les bénévoles se sont donné la mission de sauvegarder, réhabiliter et faire connaître l'histoire de cette ancienne mine de chrome depuis 1993. Natacha Ogui a rencontré les membres avant l'ouverture des portes. Allez, go. Coupez là. Allez, là. Si. Il n'y a pas si. Il n'y a pas si. Tire ton doigt que je te le coupe pas. Les sanitaires qui sont d'époque vont faire peau neuve grâce à Henri et son équipe. Ce sont tous des retraités et passionnés par l'histoire du vieux village de Tiebagi. Ces bénévoles œuvrent pour donner plus de confort aux invités qui viendront à la journée porte ouverte qui commencera demain. Et là, il y a des gens qui vont venir camper, donc on est en train d'installer les sanitaires de ce qui va être un terrain qu'on va mettre à disposition des gens qui veulent venir camper avec nous pour ce week-end-là. Un peu plus tard, c'est à la boulangerie qu'ils se retrouvent tous, car un membre de l'association apporte du bois pour les fours. Cela fait 20 ans que l'association du vieux village de Tiebagi organise des week-ends portes ouvertes et à l'occasion de ces journées patrimoine qui se déroulent toujours à la mi-octobre, on prépare le pain cuit dans ses fours d'origine. Le four est allumé non-stop une semaine avant l'événement. Alexia, boulangère de formation, prépare ses ingrédients. Ce soir, son équipe enfournera plus de 300 pains. Alexia est présente chaque année. Moi, j'aime bien. Vous avez des grandes pelles. Et puis quand vous enfournez, c'est plus ce truc automatique qu'on a dans nos fours actuels. Ça reste à l'ancien temps et puis ça se répercute jusqu'à maintenant. Tandis que maintenant, les fours électriques, mazout, vous tirez carrément le chariot puis vous le sortez dehors. Tandis que celui-là, c'est différent. C'est pain par pain ou plaque par plaque. Cette année, l'association fête ses 30 ans. Elle a été initiée par Robert Frouin, ancien maire de Koumak, qui a vécu ici, dans cet ancien village de mineurs de chrome. Henri Reuillard, qui a tenu les rênes de l'association depuis 23 ans, nous raconte leur début un peu difficile. Alors, en 1993, la création, et on a commencé à faire quelque chose à Tiebagi en 1995. Quand il m'a appelé à venir lui donner un coup de main, je suis arrivé, on a commencé à dire, la première chose à faire, c'est de trouver des sous. Alors, malgré que tout était en ruine ici, on organisait des visites, l'imitation du centre. La journée patrimoine de Tiebagi se déclinera sur tout le week-end. Elle commencera demain à midi avec plusieurs visites guidées, samedi soir avec un spectacle son et lumière, pour finir en beauté dimanche avec un raid sur les crêtes de cette montagne emblématique de la région. À noter que ces journées sont libres et gratuites. C'est la fin de notre édition. La suite de votre soirée va éveiller vos papilles. Nous vous proposons un brunch du côté de Farino avec notre chercheur de goût authentique Gaby Le Vionnois. Dans ce nouvel épisode de Uma Kitchen, il nous emmène déguster des plats
et surtout rencontrer les personnes qui prennent soin de les préparer avec lui. C'est à Farino que tout se passe dans le parc des Grandes Fougères comme toile de fond, un voyage gustatif où chaque plat raconte une histoire. Puis à 19h55, avis à tous les amateurs de sucré, votre émission de divertissement culinaire, le meilleur pâtissier met à l'honneur le chocolat. Décliné dans toutes ses formes et ses goûts, accros au choco, les amateurs de pâtisserie vont devoir surprendre le jury dans leur création. Je vous remercie de nous faire confiance pour vous informer. Je vous retrouve demain à 18h pour notre journal. Très belle soirée sur notre antenne.